Bien, bonjour à toutes et à tous. Le point presse que je tiens aujourd'hui en compagnie de M. Éric Arella, contrôleur en charge de la sûreté publique, et Mme Émilie Moreau, commissaire de police, chef de la division de police judiciaire et directeur d'enquête, durant environ 5 minutes. Vous aurez l'occasion à l'issue de ce point presse de poser 1 à 2 questions. Les événements dramatiques du lundi 29 juin ont provoqué de graves blessures chez 2 victimes, dont une ayant toujours son pronostic vital engagé. Et plus légèrement chez 3 autres, dont 2 d'entre elles se trouvent être des victimes collatérales. Ils ont suscité une forte émotion au sein de la population monégasque, puisque, au-delà du sort tragique des personnes directement blessées, le modus operandi de cette tentative d'assassinat a profondément choqué. Ils ont suscité une forte émotion au sein de la population monégasque, puisqu'au-delà, je l'ai dit, ils ont troublé l'ordre public. La mobilisation exceptionnelle que je salue de manière appuyée des services d'enquête a été à la hauteur de cette vive émotion, puisqu'elle a permis, à peine plus de 48 heures après la commission des faits, l'identification du principal suspect. Les investigations réalisées, pour partie en étroite collaboration avec les services d'enquête relevant de l'autorité de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, que je remercie vivement pour son aide, ont notamment permis de préciser le déroulement des événements qui ont précédé et suivi l'explosion, que je souhaite évoquer publiquement. Le 29 juin, à 20h58, une explosion avait donc lieu devant l'entrée principale de la résidence Sun Palace, située 4 rue Révérend Père Frolat. L'individu suspecté s'était positionné préalablement sur un banc, place des Moulins, quelques instants avant l'arrivée des 3 victimes directes, lesquelles revenaient pédestrement d'un dîner dans un des restaurants du bord de mer. À leur vue, la personne suspectée se levait, précédait de quelques mètres les victimes, puis déposait un engin explosif, sorti de son sac cabas, sur le perron de l'immeuble d'habitation, qui constituait le domicile où se rendaient les victimes. L'individu se retournait pour confirmer la présence des 3 victimes sur le perron et déclencher, à l'aide d'une télécommande, l'explosion de la bombe. Il était alors identifié ainsi, une personne de sexe masculin, de taille moyenne, de corpulence relativement forte, vêtue d'un haut sombre à manches longues, d'un short clair et d'un bob noir, ainsi que porteur d'un sac cabas de couleur claire. Une exploitation plus large de la vidéosurveillance urbaine concernant les jours précédant l'explosion permettait d'apprendre que la personne suspectée avait effectué plusieurs repérages, notamment le 26 juin 2026 à 22h30, le 27 juin 2026 à 7h, vêtue alors d'une tenue identique et portant son sac cabas. Ces nouvelles images et le témoignage d'une personne entrée en contact avec l'individu suspecté et recueilli le soir des faits permettaient d'orienter les recherches vers une personne de sexe féminin qui se serait alors grimée en homme. Cet élément justifiait une nouvelle exploitation de la vidéosurveillance. Il était alors constaté que le 28 juin 2026, seul jour pour lequel aucune observation n'avait été faite par l'individu porteur du bob, une personne de sexe féminin procédait au même cheminement autour du lieu de l'explosion. Le parcours était le même que l'individu portant un bob et l'attitude comportementale était similaire lorsqu'il se trouvait à proximité du lieu de l'explosion. Ce qui permettait de considérer que cette femme, aux cheveux mi-longs bruns, de forte corpulence et présentant un imposant tatouage au bras droit, pouvait être la même personne que l'individu ayant déposé l'engin explosif. La répétition de ces opérations de repérage ainsi que les temps d'arrêt marqués devant l'entrée de l'immeuble du lieu de l'explosion et le déclenchement de l'engin explosif après avoir confirmé la présence de la famille à l'endroit du dépôt permettaient de confirmer la volonté pour l'auteur de viser spécifiquement les 3 personnes. Cette nouvelle identification de l'individu mise en cause amenait à la découverte de l'existence d'un véhicule utilisé par l'intéressé, notamment en Principauté de Monaco, et ainsi d'obtenir l'immatriculation en plaque allemande. L'apparition de ce véhicule permettait surtout de retracer le chemin de fuite de la personne suspectée et notamment son passage de la France vers l'Italie, puis son cheminement grâce à une coopération internationale accrue à travers d'autres pays européens jusqu'au pays de domicile de la conductrice. Il était alors loisible d'apprendre que ce véhicule appartenait en réalité à une société de location installée dans le pays de domicile de la personne suspectée et qu'il avait été loué spécifiquement en vue du séjour en principauté, eu égard aux dates de retrait et de dépôt dudit véhicule.
La personne suspectée d'avoir commis les crimes de tentative d'assassinat et de dépôt d'un engin explosif sur la voie publique avec une intention criminelle, ainsi que le délit d'association de malfaiteurs, était donc identifiée au regard de ces derniers développements. Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années, de nationalité ukrainienne, dont le dernier domicile connu se situait en Allemagne, pays avec lequel la coopération judiciaire est particulièrement active. Elle fait l'objet désormais d'un mandat d'arrêt international émis par les juges d'instruction que j'ai saisi hier tard dans la soirée. Il est utile d'indiquer que l'enquête judiciaire ne s'est pas limitée à identifier et localiser l'auteur principal des faits, mais également à porter sur l'existence de complices et de commanditaires. En effet, la relative sophistication de l'engin explosif et le modus operandi semblent indiquer que la personne ayant posé l'engin explosif n'a pas agi seule. Dans cette logique, 2 personnes de sexe masculin ont été interpellées en principauté de Monaco et fait l'objet de garde à vue mercredi 1er juillet et jeudi 2 juillet. Les auditions et investigations menées n'ont pas permis toutefois de mettre en évidence une participation active de ces 2 personnes aux faits intervenus le 29 juin. Les gardes à vue ont donc été levées. L'enquête se poursuit désormais sous l'autorité des 2 juges d'instruction co-saisis. Je cède tout de suite la parole à M. Arella pour évoquer quelques chiffres illustrant la mobilisation exceptionnelle à la fois des services d'enquête sur le territoire monégasque et la mobilisation active de la coopération internationale. Monsieur le procureur général adjoint, merci. Mesdames, Messieurs, même si les investigations sont loin d'être achevées, la rapidité de l'identification de l'auteur matériel des faits, vous l'avez compris, on a à peine plus de 48 heures. Si je voulais être précis, je dirais 53 heures, est le fruit de la mobilisation exceptionnelle des personnels de la Sûreté publique de Monaco. 250 effectifs ont ainsi été mobilisés très rapidement après l'explosion pour tout à la fois mener des mesures de sécurisation générale de la principauté, renforcement des points frontières, des secteurs sensibles, et bien sûr pour la gestion de l'enquête criminelle. C'est ainsi aussi que près de 70 personnels de la police judiciaire, sous l'autorité du commissaire Émilie Moreau qui est à mes côtés, et sous l'autorité bien sûr du parquet général de Monaco, ont été investis avec beaucoup de professionnalisme et d'abnégation, de jour comme de nuit, dans la conduite des investigations. Et je ne peux pas ne pas délivrer aussi un satisfecit pour les personnels d'un acronyme que vous connaissez à Monaco, qui est le CSCO, le Centre de supervision et de commandement opérationnel, notre centre de caméras. Vous savez que c'est effectivement, vous le devinez, l'exploitation monumentale de nos images caméras qui a été totalement déterminante de l'évolution favorable de l'enquête. Cette enquête a bénéficié aussi du soutien actif et de la réactivité de nombreux partenaires qui doivent être salués et remerciés. Je veux citer la police nationale et la gendarmerie nationale française, notamment des Alpes-Maritimes, à la fois dans les premières heures dans le soutien et aussi avec des remerciements de la police judiciaire de Nice en particulier, du laboratoire de police scientifique de Marseille qui travaille en continu depuis mercredi sur les scellés d'intérêt de la procédure. Et bien sûr, Monsieur le procureur général adjoint l'a souligné, de la coopération internationale qui a été menée tout à la fois avec Interpol et Europol et en bilatéral avec plus de 20 pays. Ce travail exceptionnel se traduit matériellement par la confection de 300 actes d'enquête qui ont été réalisés au cours de l'enquête par la police monégasque et la confection de plus de 200 scellés judiciaires. Enfin, vous l'avez compris, par la révélation d'une bonne image de l'auteur matériel des faits. Vous avez bien compris que nous étions partis d'un individu qui portait un bonnet pour finalement se retrouver sur cette photo. Voilà, vous avez la photo de la notice Interpol qui sera diffusée, qui est diffusée, et de manière beaucoup plus grossie, le personnage de cet auteur matériel des faits. Voilà, mesdames, messieurs. On pourra vous donner éventuellement l'image par voie électronique ensuite. Je laisse conclure. Bien. Donc on a atteint déjà la durée de 5 minutes que j'avais fixée initialement. J'avais promis une ou deux questions.
s'il y a des questions. Est-ce que vous confirmez l'identité des victimes et leur relation de famille? Alors je les confirme par rapport à quelle information? Est-ce que vous pouvez nous donner l'identité des victimes? Non, je ne peux pas. Quel type d'explosif a été utilisé? C'est assez élaboré finalement? Alors tout à fait élaboré dans le sens où effectivement il y avait un déclenchement à distance avec une télécommande. Ça reste artisanal néanmoins. Donc des prélèvements ont été faits, notamment sur ce qui restait de l'engin explosif, ont été envoyés au service français compétent pour être analysés. Donc l'analyse est en cours. Ça laisse une interprétation possible du type de motivation et de réseau derrière? Ça fait partie des pistes d'investigation. L'identification. Une dernière question. Oui. L'identification, c'était le plus difficile selon vous? Vous avez l'air confiant pour la suite. Dites-nous. Bien, disons que l'identification, effectivement, est intervenue, on le disait, au bout de 48 heures. Effectivement, c'était compliqué puisqu'on part d'une personne qui est déguisée, en plus avec un changement de sexe, mais les investigations rapides, effectivement, ont permis de remonter à cette personne. Après, il y a d'autres sujets, effectivement, éventuels des complices, donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça va être peut-être plus difficile de remonter sur ces complices, effectivement. Les complices, ça veut dire une organisation Je m'en tiendrai à ça. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence et mes fins au point presse. Mesdames, Messieurs, merci. Bonne journée à tous. Merci.